C'est Renan Poy, bonjour, tu vas bien? Chaque jeudi, toujours en Mouniac. Le FC Renaissance, ça s'est bien passé hier, hein, pour toi. Voilà, quand j'ai en face de moi ces supporters du FC Renaissance. Mais tu devais être en orange aujourd'hui. Vous avez gagné 2-0, c'était ça? Hein? Ah, vous gagnez qui 2-0. Ah, ok. Bravo. Non, vous comprenez, c'est une façon pour moi de le taquiner un peu, parce qu'il me fait du bruit il m'a fait beaucoup de bruit hein, lorsque le FC Renaissance a marché sur le Daring Club Motema Pembe. Pourtant, moi, je suis même pas imanien. Ancien Kipiang, là, ça va? Jamais compris pourquoi. Piangou? Joël? On va s'arrêter à Joël, tout simplement. Koulougrato, compliqué. Ah, tu es en V Club. Ça, c'est une façon de taquiner Reda. Ah. Vous comprenez, hein, le duel est très permanent dans ces studios. Hein. Émile Zola, bonjour. Il est en train d'essayer de désinfecter le main. Il vient de travailler. Émile Zola, c'est le décorateur. Hein. Tout ce qui est ici, ces plateaux, tel que vous voyez, il faut lui dire merci. Merci, Émile Zola. Tu vas bien? Elle est très matinale, toujours, avec toujours son masque. Hein. Là, il est en train d'essayer de désinfecter le main. Merci, Émile, d'être là. Géry Mawassa, bonjour, Géry. Ça va? Ben, je l'accusé, hein. Vous savez, quand j'ai commencé, il n'y avait pas de son. Parce que tout simplement, il n'avait pas branché mon micro derrière. Bonjour, je n'ai fondu pas, téléspectateur. Tu vas bien? Très bien. Géry, donne-moi un petit son. Est-ce que tu en as seulement? Non, hein? Ah, je te comprends. Allez, Géry Mawassa, merci d'être là. C'est lui, notre ingénieur des sons. C'est lui qui s'occupe de la partie son. Si vous avez ces sons dans les très bonnes qualités chez vous, à la maison, dites simplement merci à Géry Mawassa. Bon, merci Géry. Moi, on a ma tété à solo. Tu vas bien? Allez, très bien. Alain Galia, tu vas bien? Il me disait ce matin qu'il a regardé le match à Capella. C'était ça, hein? Badiading. Oh, Alain, combien de Badiading? Alain Gala, non, Alain habite Yolo. Allez, Alain Gala, il me disait tout à l'heure, hier soir, il n'avait pas de courant. Il a regardé le match de Real de Madrid face à Chelsea à Capella. Mais bon, ces matchs, c'est Real, Chelsea, j'ai pas envie de commenter ces matchs. J'ai dit bonjour à tous les Madriliens qui nous regardent ce matin. Bana Real, bonjour. Bon, on rentre à la maison. Hein. Et puis la réalisation de cette antenne matinale, la réalisation de cette émission, signée du main de maître par ces matins, il s'appelle Discovery Pongo. Bonjour Discovery, ça va? Allez, enfin un clin d'œil à Francel Congolo, des petits soucis de santé, mais il va très vite nous retrouver, on espère bien, on croise le doigt, il va très vite nous retrouver et cette équipe va continuer à vous servir comme il est de coutume chaque jeudi entre 6h juste et 9h et puis chaque samedi de 10h15 à 12h au nom de toute l'équipe, au nom également de toutes ces personnes. Ils sont très nombreux dans différentes stations de la radio-télévision nationale congolaise ici au-dessus de nous, mais également à Mbinza, partout, les stations provinciales, toutes ces télévisions relais qui nous prennent sur les réseaux sociaux. Messieurs, mesdames, mesdemoiselles, merci de travailler pour la chaîne publique nationale. Allez, c'est parti. Invités sur ces plateaux, ils sont déjà dans ces studios. Le président de l'Union nationale de la presse du Congo, Monsieur Gabi Kouba, qui va venir, qui va me rejoindre, mais également Patrick Yalé, va venir. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour, bah, vous voulez vous mettre où? Ici. Ah oui, la tradition ici, en fait. Oui, la tradition ici. Hein. On commence toujours par là. Il ne faudrait pas qu'en sortant ici... Merci beaucoup, mais je suis déçu parce que l'UMPC avait organisé les prix pour les journalistes qui se sont distingués dans les traitements. Président, je devais vous donner le micro. Alors, vous disiez tout à l'heure... Oui, je disais tout à l'heure que... Vous avez le dos à la caméra. Ah, voilà. Ouais. Je disais tout à l'heure que je suis... Allez-y. Personnellement déçu pour vous. Pour moi, ok. Oui, parce que vous avez beaucoup travaillé sur le Covid-19. Pourtant, l'Union nationale de la presse du Congo, à l'occasion de la journée mondiale de la liberté de la presse, a lancé le concours pour les prix Lucien Chimpumpu à Chimpumpu et je n'ai pas vu votre candidature. Et c'est dommage.
Je ne sais pas pourquoi ces désintéressements. L'information était largement partagée à travers les médias et vous n'étiez pas intéressé. C'est toute ma déception. Ce n'est pas question d'avoir été... Parce que j'ai vu le travail que vous avez fait. Oui, mais ce n'est pas question d'avoir pas été intéressé. Les désintéressements, non, ce n'était pas un désintéressement, mais seulement... je ne sais pas comment vous expliquer ça. Parce que le prix, cette fois-ci, consistait à récompenser les journalistes qui se sont distingués dans le traitement de l'information sur les Covid-19. On a travaillé sans penser à être distingué, à être récompensé, je voulais dire. Prenez place, Président. Non, c'est juste une reconnaissance pour ceux qui font un travail de qualité. On attend. Patrick Yalé, vous allez bien? Ça va, on ne peut plus mieux. Bon, Doudje Zoubéledou va nous rejoindre, ainsi que Edmond Izouba. Ils vont nous rejoindre sur ce plateau. On va parler. Le débat des journalistes, c'est comme ça qu'on intitule cette série des émissions que nous commençons aujourd'hui. La question: faudrait-il, oui ou non, dépénaliser le délit de presse en République démocratique du Congo? Nous sommes en pleine semaine, la semaine de la journée internationale de la liberté de presse. Le président vous a suivi la manifestation qui a eu lieu à Béatrice. M. Gabi a été très critique vis-à-vis des journalistes. Oui, c'est vrai, ce discours m'a attiré beaucoup d'ennuis également de la part de ceux qui ne l'ont pas apprécié. C'est le mois de la presse, tout le mois de mai. Et au niveau de l'Union nationale de la presse du Congo, ça coïncide d'ailleurs très bien parce que le 23 mars dernier, nous avions lancé le cinquantenaire de l'Union nationale de la presse du Congo. Et nous avons placé ce cinquantenaire sous le signe de la remise en question de notre corporation. Donc ça veut tout dire quand je parle de la remise en question. Tout ce qui marchait bien, on ne peut pas remettre en question. Et quand ça ne marche pas, mais il faut faire une auto-évaluation. Donc j'ai fait une autocritique de notre marche, de notre métier. Et les conclusions ne sont pas toujours bonnes. C'est vrai, je ne peux pas dire que tout est mauvais. Il y a des gens qui se distinguent. Notamment, je vous parle du prix du scientifique Pompou. On a récompensé les journalistes qui se sont distingués. Mais ceux qui ne font pas un travail de qualité, donc il faudra les recadrer pour qu'ils reviennent sur le droit chemin. C'est ça notre souci. Donc ce n'est pas un discours d'autoflagellation. Okay. Alors, ma question, avant de donner la parole à Patrick et aller, ma question aujourd'hui, c'est comme si l'UNPC n'a pas le moyen de jouer son rôle. Vous êtes d'accord avec moi? Je ne peux pas dire que l'Union n'a pas le moyen de jouer son rôle. L'Union joue sa partition. On est dans un orchestre où il y a plusieurs intervenants. Donc, l'Union nationale de la presse du Congo ne peut pas remplacer les institutions publiques. Nous sommes un corps, nous sommes une profession. Nous ne pouvons pas aller au-delà. Mais il faut comprendre que les médias s'inscrivent aussi dans une dynamique socio-politico-économique. Et quand d'autres secteurs ne marchent pas, c'est l'ensemble du corps. Donc on est dans un système. Les gens nous reprochent de ne pas faire beaucoup. D'autres disent encore que nous faisons ce qu'il faut. C'est un peu le verre à moitié vide, à moitié plein. Nous ne pouvons pas tout faire et de manière parfaite. Mais nous ne sommes pas non plus inactifs. Alors, Patrick Yalé, ton point de vue par rapport à la journée internationale de la liberté de presse en République démocratique du Congo? On est libre, on fait notre travail. Bon, moi j'aimerais aborder ce problème répondant à une question que vous ne m'avez pas posée, celle de savoir si au jour d'aujourd'hui il y a un recul par rapport à l'exercice de notre métier. D'emblée, je dis qu'il n'y a pas de recul, mais je veux nuancer cela en disant qu'on n'est pas aussi très avancé. Donc, quand je dis que je vais nuancer, ça veut dire quand je vois d'où l'on vient et là où on est aujourd'hui, je me dis, moi, que il y a eu... On en dirait d'où je viens. Une amélioration. Oui. Mais je ne dirais pas qu'on a atteint le pic, le sommet de ce qui est souhaitable. Il y a encore des choses à faire. C'est l'ex-conseil principal du président de l'UNPC. Vas-y, viens par là. Okay. L'ex-conseil principal de du président de l'UNPC. Le président est avec nous tous. Allez, vas-y. C'est un honneur d'avoir le président. Donc je disais qu'il y a encore des choses à faire. Mais moi j'estime que nous n'avons pas beaucoup
à nous plaindre. S'agissant des libertés, je ne parle pas des moyens, c'est un débat, je parle des libertés. Sur les libertés, sur ce que je vois, sur ce que je lis, sur ce que j'entends, je me dis, on n'a pas à se plaindre en termes de libertés. Ok. Nous avons des libertés. Des libertés où parfois on en abuse même. Moi, c'est mon point de vue. Je ne suis pas de ceux qui disent qu'il y a recul. Pas du tout. Non, il y a des avancées. On vient de loin. Hein. Ok. On vient de loin avec les libertés. On vient de loin. Aujourd'hui, quand je vois ce qui est écrit, quand je regarde la presse, je regarde ce que nous faisons, je me dis, non seulement par rapport à d'où on vient, par rapport au pays, mais quand je regarde certains pays, pour ne pas citer le Rwanda, et même le Congo en face ici, je me dis, on a des libertés. Maintenant, là où je rejoins notre président, il faut que on s'auto-censure, qu'on s'auto-évalue. Qu'est-ce que l'on fait des libertés nous donner, nous de la presse? Et ensuite, je sais que viendra la question pour laquelle nous sommes ici, je pense, sur la dépénalisation de délits de presse. Mais s'agissant des libertés, moi je suis d'avis que nous avons suffisamment de libertés. Mais que faisons-nous de ces libertés? Avons-nous dans ces libertés qu'on nous a données franchi un Rubicon, ou bien nous sommes encore dans la limite de ce qui est tolérable, faisable? D'accord. Vous allez partager le micro avec Dou Jésus. Dou Jésus, nous plantons le décor. La Journée internationale de la liberté de presse. On a avancé, on a reculé. Nous sommes où aujourd'hui? Merci en tout cas pour en la quelques question. mots, d'abord on introduit. Merci pour la question. Je sais que les journalistes en aiment bien Je parler. profite pour saluer notre président de l'Union nationale de la presse du Congo. Qui a été très dur dans ses mots. Ce n'est pas chaque jour qu'on l'a sur un plateau de télévision et surtout un prestigieux plateau comme le vôtre. Je salue également Patrick Yalé et les téléspectateurs. Je m'en excuse pour le petit retard. D'accord, mais le président qui a été quand même très dur dans ses mots lors de son discours. Oui, je n'ai pas suivi ce qu'a dit le président tout à l'heure là. J'ai pris Patrick Yalé au mot, mais je pense que la liberté de la presse, la problématique aujourd'hui, il faudrait le voir à des dimensions. Il y a la première dimension que je qualifie d'ordre structural. La deuxième dimension, c'est purement déontologique. Je commencerai par la seconde. Vous savez, il peut beau y avoir une presse de la gauche comme de la droite, presse rouge comme noire, mais l'observance de l'éthique et déontologie journalistique souffre dans la pratique du métier, particulièrement en République démocratique du Congo. Jessica Kabassel, il faudrait le dire. Et les journalistes aujourd'hui sont journalistes ce qu'ils veulent. C'est vrai que la loi de 1996 définit qui est journaliste et qui ne l'est pas, mais seulement on constate qu'il y a même ceux qui n'ont pas suivi la formation de journaliste, mais qui d'ailleurs sont tolérés dans la profession à l'esprit des textes de 1996, refusaient catégoriquement d'observer l'éthique et la déontologie journalistique. Il faudrait observer cette éthique et la déontologie journalistique, et c'est la clé pour qu'il y ait une véritable liberté de la presse. Parce que souvent, très souvent dans la pratique, au Congo, Kinshasa ou en RDC, on fait la confusion entre la liberté de la presse et le libertinage. D'accord. Un bon journaliste ne peut pas faire cette confusion. D'accord. Alors, okay. Le deuxième problème, je disais, il est d'ordre structural. Là, je plante d'abord les décors avant de te rejoindre à ta question. Pourquoi je le dis? Parce qu'on assiste aujourd'hui, gloire à Dieu, nous avons le président de l'UNPC. Justement, on assiste aujourd'hui à des instances faibles face aux journalistes. Nous avons l'impression que l'Union nationale de la presse du Congo est devenue une structure qui ne vient que défendre les journalistes, n'anticipe pas. Lorsque je parle d'anticiper, je fais allusion à la formation, justement. C'est vrai, il y a des prérogatives pour l'UNPC, mais l'UNPC, selon la pratique de ces derniers temps, c'est vrai que dans un pays, un système corrompu, entre guillemets, comme le nôtre, c'est tout à fait normal qu'il y ait des abus d'arrestation de journalistes. Mais dans tous ces journalistes qu'on arrête, est-ce que tous ces journalistes qu'on arrête ne commettent-ils pas aussi des fautes de diffamation? Par exemple, c'est là où je parle des libertinages. Alors, au lieu que l'UNPC ne soit là que pour venir défendre
un journaliste qui est arrêté pour une cause ou une autre, l'INPC devrait aussi anticiper. Voyez-vous, par des formations. Je vais terminer en 5 secondes. Ouais. Je vais terminer. Je vais terminer par là. Non, je vais terminer en tout cas par là, quelques minutes. Vous savez, en France, par exemple, il existe, je le rappelle ici, la loi sur... Il existe le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Cette loi, elle a été telle, et la loi sur le CSA, elle a été tellement la loi la plus modifiée qu'aujourd'hui les débats, vous pouvez suivre les débats dans les télévisions ou bien sur Internet, les Français réfléchissent déjà comment dissoudre cette instance pour en créer une nouvelle, au regard des adaptations de la loi sur l'audiovisuel. Il y a plusieurs aspects qui sont pris en compte désormais, notamment le numérique, avec la nouvelle technologie, les NTIC. Et donc, ils réfléchissent déjà comment réfléchir autrement. Mais nous, j'espère que tu réfléchis pas comment dissoudre. Non, je voulais parler du CESAC. Je voulais parler du CESAC aujourd'hui. Attention, tu risques d'avoir des problèmes avec... Non, pourquoi réfléchir? Non, pourquoi réfléchir pose problème. On réfléchit, on attaque. Vous avoir des problèmes avec... Est-ce qu'on ne peut pas adapter la loi organique du CESAC par rapport aux réalités? Regardez les médias en ligne, comment ça pullule dans les réseaux sociaux. Est-ce que c'est réglementé? C'est ça, ça relève du CESAC qui s'occupe du contenu de médias. D'accord. C'est-à-dire, les instances sont tellement devenues faibles que le CESAC, qui est hors mandat, ça fait 7 ans aujourd'hui, qui s'accroche, oubliant qu'il faut structurer les métiers que de s'occuper de la survie personnelle. Et la problématique, c'est qu'aujourd'hui, on assiste à la bouillabaisse dans la profession. D'accord. Edmond Izouba qui nous a rejoint. Bonjour Edmond. Bonjour Jessie, merci beaucoup pour l'invitation. Je voulais saluer ici la présence de notre président Gabi Kouba. Alors la question ici, on plante les décors en venant en retard. Tous les autres invités. Le président a une salutation particulière. Le 3 mai, journée mondiale de la liberté de presse, République démocratique du Congo, nous avons progressé ou nous sommes à quel niveau aujourd'hui, selon toi? Bon. On se situe sur ces plateaux. Tant que nous continuerons à enregistrer des dérapages, moi j'ai considéré cela comme un recul. Parce que nous sommes dans un régime où ces genres de dérapages étaient censés être bannis, mais nous continuons à en enregistrer. Avant de fêter le 3 mai, rassurez-vous, dans l'espace de pratiquement un mois, nous avons enregistré plusieurs autres dérapages, des arrestations, 2 fois sans mandat, des journalistes appréhendés auprès de la police sans une note de justice. Donc, vous avez entendu parler de l'ANER, vous avez entendu parler même de la police militaire. C'est la faute. Je crois qu'on est déjà dans les débats. Je voudrais que c'est la faute du journaliste qui commet, comment je vais appeler ça, la faute professionnelle, ou bien ils sont arrêtés parce que, comme ça. La faute se situe à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau de législateur qui jusque-là, malgré les revendications, malgré les plaidoyers des organes de défense des droits des journalistes, n'a pas pu avancer. Deuxièmement, c'est la justice qui, lui, ne fait qu'obéir aux injonctions. Quand je parle des injonctions, je vois plus les bourreaux des journalistes qui se servent de parquet ou soit de la justice pour fermer la gueule à un journaliste. Je comprends, selon Edmond Izouba, on n'est pas avancé dans la liberté de la presse. Non, pas vraiment. On n'est pas avancé. Vraiment, mais on est dans un régime où nous tous, nous sommes censés avancer. D'accord. Mais nous continuons à enregistrer des bévues ou des pas vus. D'accord, selon Edmond Izouba, on n'est pas président Gabi Kouba. Monsieur Gabi Kouba, vous avez suivi Doujezou Beledou. On dit que l'UNPC aujourd'hui, c'est cette institution qui est faible. Je disais au départ, c'est comme s'il n'a pas de moyens de faire sa politique. Comment vous réagissez? Les critiques, nous les acceptons. Je ne dis pas que tout est bon, mais il faut comprendre que l'UNPC n'a pas la mission de remplacer les institutions publiques. Nous sommes une institution, une structure d'autorégulation. Et le tribunal des pairs fait son travail. Je vous dis que chaque semaine, nous recevons au moins 10 plaintes, que ce soit des plaintes qui viennent des tiers, que ce soit des plaintes
entre les journalistes eux-mêmes. Donc, à notre niveau, nous y travaillons. Donc, on ne peut pas dire que l'Union nationale de la presse du Congo ne fait pas son travail. Mais lorsqu'il y a un confrère qui est arrêté, et Edmond par exemple a connu des cas des ennuis, voulez-vous qu'un confrère dans une situation de détresse ne puisse pas bénéficier de l'assistance de la corporation à laquelle il appartient? Nous ne sommes pas les avocats du diable, mais il faut voir, tous les confrères qui sont inquiétés ne sont pas toujours responsables. Ce n'est pas parce qu'ils ont violé telle ou telle disposition de la loi. Il y a même des confrères. J'ai vu les articles notamment de Objectif Info depuis 2 ou 3 semaines sur un sujet qui m'intéresse personnellement. J'étais d'ailleurs la première personne à avoir écrit là-dessus. Mais je connais la réponse. Je vous donne un exemple simple. J'ai écrit un article à qui profitent les cobaltes congolais. Et je pense que les confrères qui sont ici l'ont largement partagé. Et j'ai reçu, savez-vous d'où étaient venues des critiques contre moi? De la part de la confrérie. Aujourd'hui, j'ai lancé les défis. Donc, je présentais des faits, j'ai présenté les chiffres, et j'attends que quelqu'un m'apporte l'inverse. Regardez les stats de la production minière de la Gécamine, par exemple, l'année dernière, en 2020. 8 tonnes de cobalt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tonnes de cobalt. 20 000 tonnes de cuivre. Lorsque vous calculez la production nationale, nous sommes déjà au-delà de 1500 tonnes de cuivre. Et autant de tonnes de cobalt. Quelle est la production nationale de l'entreprise? 8 tonnes. C'est-à-dire, vous calculez tout simplement, ça vous donne pratiquement 400 000 francs congolais. 400 000 dollars. Mais des confrères, oui. Mais des confrères. Quand j'ai écrit, à l'époque, les gens pensaient que j'étais en train de mentir. Mais aujourd'hui, les faits nous donnent raison. Donc, c'est qu'on dit. Et moi, l'Union, je ne remplace pas les institutions de l'État. Si un journaliste a, par exemple, un problème, chaque jour, je reçois des appels. Ce matin, j'ai discuté avec 2 confrères. L'un m'appelait à partir d'Ouvira, l'autre ici à Kinshasa. Je lui dis, mais si tu fais l'objet de menaces de la part de X ou de Y, moi, je ne suis pas au-delà, je ne suis pas au-dessus de la police. Je ne suis pas au-dessus de la justice. Je ne peux pas casser une décision de justice ou une décision de la police. Ce que tu aurais dû faire avant de venir te plaindre au niveau de l'Union nationale, en formulant ta demande, va voir le poste de la police le plus proche. Est-ce que moi, à l'Union nationale de la presse du Congo, j'ai des postes de police partout à travers la République? Moi, je gère des journalistes, donc je gère la presse et la corporation, mais je ne gère pas de postes de police. Donc, c'est que l'on dit. C'est vrai que les moyens, oui, on a réellement un problème de moyens. Je vous dis que c'est depuis 2014 que l'État a cessé d'assister l'Union nationale de la presse du Congo. C'est vrai, nous sommes un corps, il appartient aux membres d'apporter leur contribution. Mais la contribution, votre contribution à l'Union, mais elle est modique. On ne peut même pas acheter des cartouches et des papiers. Nous essayons de travailler en fonction des moyens du bord. Alors, nous n'avons pas tout ce qu'il faut. Okay. Mais au niveau du tribunal de paix, ça fonctionne. Nous avons la compétence de sanctionner des journalistes qui sont nos membres. Mais un tiers, par exemple, si il gêne les gens, nous n'avons pas le pouvoir de sanctionner d'autres personnes. Ce qu'on peut faire, peut-être que l'embargo, tout ça, les sanctions s'arrêtent à ce niveau. Mais nous n'avons aucun pouvoir, par exemple, pour tel qui a malmené un journaliste, de l'incarcérer ou de taxer des amendes contre X ou Y. Ça, ce n'est pas le pouvoir de l'Union nationale de la presse du Congo. C'est là que je rejoins les amis qui disaient tout à l'heure qu'il faudrait qu'on puisse revoir la loi. Mais je voudrais quand même qu'on entre de plein pied dans le débat du jour, il ne reste que 35 minutes. Faudrait-il, oui ou non, dépénaliser le délit des presses en RDC? On va regarder le ministre de la Communication lors de la journée du 3 mai. On va prendre juste en 1 minute ce qu'il a dit. On va regarder ça. La dépénalisation des délits des presses est un objectif commun. Nous devons faire ce chemin ensemble dans la sincérité et la responsabilité. Mais vous savez tous, mieux que moi d'ailleurs, que notre métier est infiltré par ce qu'on a appelé ici les moutons noirs, qui régulièrement font du dérapage et ternissent l'image de notre profession. Je ne voudrais pas aller en profondeur sur ces sujets, mais vous savez que certains qui sont à la base de certains dérapages n'ont pas été formés pour exercer le métier qui est le nôtre. Ils n'ont pas été formés pour exercer le métier qui est le nôtre. Et l'UNPC qui distribue aujourd'hui des cartes, donc tout le monde devient journaliste.
et journaliste qu'il veut aujourd'hui? Ah oui, merci, je reçois souvent cette question. Et d'ailleurs, je reviens sur une question, la formation. Il existe toute une commission de formation. Mais il faut voir tout simplement des formations au niveau de l'UNPC. Et ce n'est pas comme une formation ordinaire dans une académie de journalisme. Ce sont des formations de mise à niveau qui sont d'ailleurs ponctuelles. Quoique la commission de formation soit permanente. Mais ce que dit Patrick Mouyaya est réel. Il faut voir tout simplement les niveaux, par exemple, de formation dans nos universités. Ça pose un problème. Nous, au niveau de l'Union nationale de la presse du Congo, on organise, et d'ailleurs, il y a une formation qui sera organisée dans les cadres des activités du cinquantenaire de l'Union nationale de la presse du Congo, le 10 mai, donc la semaine prochaine. Et venez au bureau pour voir les conditions de participation à cette formation. Nous avons ce travail-là. Les cartes qui seraient distribuées. Les cartes. Il suffit d'avoir $20, vous avez la carte du INPC. Ah oui, hein? les demandes, oui, mais vous savez qu'il y a des demandes qui sont rejetées. Hein. J'ai vu autant de demandes. Les cartes qui sont octroyées aux journalistes, d'abord, ce sont des organes de presse qui demandent meilleures conditions. Le formulaire que vous remplissez, c'est vrai, je ne dis pas que tout celui qui a une carte de presse, il remplit toutes les conditions. Il peut y avoir des faiblesses. Mais nous, d'abord, on collabore avec les organes de presse. Ce sont ces organes-là qui viennent demander des cartes. Mais si les organes ne demandent pas, un homme comme vous prestez comme journaliste, on vous connaît. Si vous aviez votre carte et qu'il faut la renouveler, et on estime que vous n'avez pas encore changé de métier, après vérification, on vous octroie la carte. Mais je vous dis que depuis que je suis là, savez-vous que depuis le mois de janvier jusqu'à ce jour, parce que l'exercice de la carte est annuel, moins de 30 cartes. Moins de 30 cartes délivrées par l'Union nationale de la presse du Congo. Est-ce que c'est la demande qui a diminué ou bien ce sont des critères de délivrance des cartes qui sont durcis au niveau de l'Union nationale de la presse du Congo? D'accord, président. Donc, Je reviens à vous. Patrick Yalé, la réaction? Il faudra d'abord qu'on se mette d'accord sur la définition du délit de presse. Une définition basique, le délit de presse est tout délit commis par voie de presse. Okay. Et dans le contenu de ces délits, il y a l'atteinte à l'honneur, il y a la diffamation, il y a l'incitation au délit. C'est les 3 délits majeurs qui sont contenus dans ce qu'on appelle le délit de presse. Maintenant, il y a une opinion qui dit qu'on doit dépénaliser cela. Le journaliste a le droit de diffamer, donc aurait le droit de diffamer, aurait le droit de porter atteinte à l'honneur de quelqu'un, aurait le droit d'inciter à un délit, sans que cela ne soit punissable par la justice. Et on nous dit, parce que cet état de choses n'existe pas, on est dans un recul. Je vais vous donner un cas qui s'est passé en France, 2 cas. Je commence par celui de 2012, du ministre du Budget, Jérôme Cahuzac. Très vite, on a une minute, très vite. Je vais aller vite. Un média, Mediapart, publie une tribune avec des faits pour révéler que ce ministre du Budget a commis une fraude au fisc. Il avait dissimulé son patrimoine en Suisse. Le journaliste écrit, le ministre porte plainte pour diffamation. Que fait la justice? La justice ouvre une information judiciaire contre le ministre en rapport avec ce que le journal avait publié, mais elle ouvre aussi une information judiciaire contre le journal pour diffamation. La justice ayant fait son travail, in fine, on a donné raison au journal car les faits allégués étaient vrais. D'accord, revenons maintenant à l'RDC. Okay. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire, tout citoyen, quand ils se sont diffamés, quand son nom est atteint par le délit de presse, a la latitude de porter plainte. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, nos journalistes... Mais ça fait grand bruit lorsqu'on porte plainte contre un journaliste, hein? C'est un crime de lèse-majesté. En France, toujours en 2006, un ministre de la Justice a porté plainte contre le journal Le Monde. Tout ministre de la Justice qu'il était. Le problème se pose à quel niveau? Et là, je rejoins mon ami Zoba. C'est que notre justice, quand il s'agit de plaintes portées contre un journaliste, on sent un zèle, où aucune procédure n'est respectée, où on peut cueillir le journaliste comme si c'était un va-nu-pied. C'est là où moi je suis
je suis remonté contre ces abus de procédure judiciaire. Voyez-vous, je suis de ma position. Moi, je suis d'avis que le délit de presse doit rester, mais je suis maintenant nuancé quant aux procédures de justice quand il s'agit des délits commis par nos journalistes. On voit un empressement, on viole toutes les procédures. Si j'avais le temps, je pouvais encore m'avancer sur d'autres points. Jésus, tu penses pas qu'aujourd'hui, si on dépénalisait le délit de presse en RDC, vive la foire? Merci pour la question. Je crois rapidement, parce qu'on a une ou deux minutes seulement. Je vais commencer par rejoindre Edmond Izuba. Je crois que c'est vrai, nous avons condamné plusieurs bévues, notamment policières et au niveau de la justice. Mais il faut admettre qu'aujourd'hui, il y a eu une avancée significative au niveau de la liberté d'expression. Alors qu'il y a pas d'avancée. Hein? Il y a des avancées. Je ne m'irai pas rappeler ici les cas de nos confrères pour avoir tenu une opinion, une enquête. Non seulement qu'ils ont été arrêtés, mais ils ont été tués. Voyez-vous, il y a plusieurs cas. Je ne citerai que Franck Nguike ici. Il y en a plusieurs. Aujourd'hui, on interpelle, mais il y a des bévues. Mais admettons aujourd'hui qu'il y a des avancées. Il y a des gens qui confondent la République démocratique du Congo à Kinshasa. La RDC n'est pas Kinshasa. Et même si vous êtes à l'intérieur du pays, il y a aujourd'hui des journalistes qui peuvent également s'exprimer. On le voit dans le groupe UNPC. La preuve, je salue Patrick Mouyaya, notre ministre de l'information, la communication porte-parole du gouvernement. Je le salue et j'apprécie sa méthode. Sincèrement, je le dis. Mais seulement, je n'aimerais pas qu'il marche sur la plate-bande de son prédécesseur, Julien Makelele. Parce que les discours qu'il a tenus tout à l'heure là, c'est un discours tenu plusieurs fois par tous les ministres qui sont passés. Lambert Mende le rappelait comme un chapelet. Julien Makelele, n'en parlons pas. Et Patrick Mouyaya le parle. Aujourd'hui, l'heure devrait être aux actes. Les ministères s'occupent de la réglementation. Pensons-y. Il existe la loi de 1996. Je m'attelle sur les lois. Qui est journaliste et qui ne l'est pas. Aujourd'hui, on ne peut pas faire un débat ici pour savoir qui est journaliste et qui ne l'est pas. La profession est infestée. Non, les textes existent. La loi de 1996 qui définit clairement qui est journaliste. Ce texte aujourd'hui, il est obsolète, il n'est pas adapté à la, exactement. Il n'est pas adapté à la réalité. Écrit par le ministre Kinke Moulumba datant. Il était à l'époque, je crois, le ministre de la communication. Non, commissaire d'État. Commissaire. Maréchal Mobutu. Kinke Moulumba. Voyez-vous. Alors, il faut revoir cette loi. C'est à l'esprit et à la logique du MPR. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, puisqu'on parle rapidement, je vais terminer par là. Jessica Bassele, je vous dis et je le répète quand je l'ai dit en entame de l'émission, il se pose un sérieux problème au Congo. Moi, je suis pour la dépénalisation des délits de presse. Totalement pour la dépénalisation des délits de presse. Peut-être Patrick est allé, je ne dirais pas qu'il ne comprend pas, j'ai beaucoup de respect pour mon confrère. La dépénalisation des délits de presse veut simplement dire alléger les infractions commises par voie de presse pour le journaliste. S'il vous plaît, non, on n'a pas assez de temps. Dans un plateau peut-être laborieux, alléger les infractions commises par voie de délits de presse. Et la RDC n'est pas le premier pays à solliciter aujourd'hui des délits de presse. Les vieilles démocraties, d'ailleurs, aujourd'hui en France, puisqu'ils parlent des cas français, il y a ce qu'on appelle la dépénalisation des délits de presse. Si, vérifiez. Allez vérifier. Le président de l'UNPC est là. Google. Alors, s'il vous plaît. Allons-y. Aujourd'hui. Mais le problème de aujourd'hui, si on dépénalise. Non, voilà. C'est là où je dis. S'il vous plaît, pardon. S'il vous plaît. Mais quand tu parlais, moi, je m'étais tué. S'il vous plaît. Ce que je m'aimerais dire aujourd'hui, Jessica Bassele, la responsabilité revient aux organes qui deviennent aujourd'hui de plus en plus faibles. Ce sont nos organes qui tolèrent tout. Le président a parlé aujourd'hui de l'INPC, la commission des cartes. Moi, je vous dis, allez sur le terrain. Je n'ai pas de discrimination. Il y a ce qu'on appelle les youtubeurs, les gens qui sont à la quête de buzz. Différemment des journalistes qui ne sont là que pour chercher l'information, traiter et diffuser que nous sommes. Les buzz, c'est prendre l'information à l'état brut et les dire comme ça. Et ces gens-là, ils ont des cartes de l'UNPC. Je suis membre de l'Union nationale de la presse du Congo. Je suis membre du jury de l'Union de la presse du Congo, dans la commission des disciplines. J'en sais quelque chose. Nos organes sont faibles. Et donc, Jessica Bassele, aujourd'hui, il y a impératif, autant qu'on doit dépénaliser pour alléger, mais en amont,
il faut commencer par renforcer nos organes par les textes forts. La réglementation doit être revue, la régulation par le CESAC doit être revue, et l'UNPC a sa part dans tout ça. Il faut nettoyer, il faut balayer la profession, parce que aujourd'hui, la profession, elle est faible parce que les organes qui nous dirigent aujourd'hui sont faibles. Donc, si je comprends, après ces étapes, qu'on pourrait arriver à la dépénalisation. Dites-moi, je vous donne des cas pratiques. Il existe aujourd'hui des députés, confrères journalistes avant, devenus députés nationaux, qui font des émissions et qui reçoivent d'autres députés nationaux. Et qui continuent à se dire journalistes. Je suis journaliste, je suis aussi député. Mais que fait le CESAC dans tout ça? Très bien. Et lorsque le CESAC interpelle, on dit au CESAC, vous êtes hors mandat, vous n'avez pas qualité d'intervenir dans tout ça. Et la problématique, c'est que le CESAC, à un moment donné, abdique. Et regarde impatiemment pourrir les choses. Mais il y a une nuance, Non, pardon. c'est important. Ok. Patrick, il allait parler aussi d'un cas en France. Les journalistes, c'est compliqué. Un cas en France. Non, pardon. Mais voilà, un cas en France. Mais moi, il faut qu'on fasse vraiment la part des choses. Cette émission, elle doit être aussi pédagogique. Il faut qu'on fasse la part des choses. Les journalistes ont le droit de dire, mais de ne pas tout dire. Ça, c'est ce qu'on nous a appris à l'IFASIC, à l'école. Les journalistes ont le droit de dire, mais de pas tout dire. Je donne un exemple pratique. Je vais terminer par là. Un exemple pratique. Il y a 10 ans aux États-Unis, un groupe de journalistes mène des investigations sur les espions américains dans d'autres pays européens. Et il publie une liste. Ces journalistes traqués par les services et la justice. On les arrête. On les amène en justice, ils disent, nous ne dévoilerons jamais notre source. Et ils ont fait la prison. Ils n'ont jamais dévoilé leur source. Et donc, est-ce que ce que les journalistes avaient publié était faux? Non, c'est vrai. Mais seulement, il existe des informations qui relèvent de secrets d'État, que le journaliste peut connaître. C'est ce qu'on appelle l'autocensure. Voyez-vous? Et donc, ce sont des éléments comme ça que la pédagogie journalistique aujourd'hui doit être exercée pour que les journalistes comprennent. D'accord, très bien. Alors, Edouard Izouba, toi, tu as été plusieurs fois, tu as quand même des démêlés avec la justice sur... Aujourd'hui, tu prêches pour la dépénalisation totale du délit de presse. Donc, tu prêches pour qu'il y ait la foire en République démocratique pour les journalistes. Non, pas pour la foire. J'ai suivi tout à l'heure les ministres. La question que je vais vous poser, pourquoi ce sont les mêmes personnes qu'on interpelle toujours? Voilà. Merci beaucoup. Ça, c'est une très belle question. Ça veut dire que nous, par exemple, comme journalistes, nous avons choisi la voie de la dénonciation. Ceux qui dénoncent... C'est que vous avez appelé journaliste engagé. Bon, oui. Bon, c'est un autre débat. Journaliste engagé, éditorialiste. Polémiste, éditorialiste. Voilà, on va en parler tout à l'heure. De toutes les façons, le journaliste engagé n'est pas né en RDC. Le journaliste engagé est né en France. C'est-à-dire les journalistes se consacrent pour la plupart de la défense des intérêts. Par exemple, la démocratie, la démocratie et les droits de l'homme. Donc, on était engagé pour une cause à l'époque et aujourd'hui, c'est la même cause qu'on continue de poursuivre. Quand je dis, par exemple, engagé dans le sens de ma plume, engagé dans le sens de mes opinions, c'est-à-dire les journalistes partent d'un fait, dénoncent. Et voilà. Donc, quand vous me posez la question de savoir pourquoi est-ce que c'est toujours vous, moi je vous réponds, effectivement, ça doit être nous, parce que nous nous mettons devant la scène pour dénoncer ces bandits et criminels économiques qui sont en train de vider les trésors publics. Je vais vous donner un cas. J'ai été interpellé. Nous étions à 3. Israël Mutombo, Yves Bouya, y compris moi, pour des faits que nous avons dénoncés à l'époque. C'était au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, un immeuble dont l'argent est déjà payé et que les travaux sont à l'arrêt. Il nous a valu non seulement des critiques de la part des confrères, mais aussi des mandats et tout ça, de comparution au parquet. Nous nous sommes tus au sujet de ce bâtiment et aujourd'hui, nous pouvons, après cette émission, aller là-bas pour nous rendre compte à quel point se trouve ce bâtiment. Donc, ça c'est un cas. C'est-à-dire nous avons dénoncé un fait. Au lieu pour la justice de scruter sur base des documents que nous avions brandis à l'époque, la justice a préféré de suivre
parce qu'il y avait une plainte, il faut déranger la quiétude. Et très souvent, quand vous arrivez, parce que nous, on dit, vous irez en prison. Vous savez, un journaliste, quand il compare, il fait par formalité. En principe, c'est déjà un map qui l'attend. C'est déjà un map. Et qu'est-ce que nous faisons? Si nous ne sommes pas solidaires à ces temps-là, on va laisser les journalistes pourrir en prison. Mais si vous passez, parce que les autres vont également s'élever pour Non, mais dire... le problème aujourd'hui, beaucoup de journalistes sont solides. Beaucoup de C'est journalistes, tout ce qui sauve les journalistes. Aujourd'hui, beaucoup de journalistes, c'est pas pour... Ils sont magistrats, Voilà. les éditorialistes. Ceux qui le disent, les journalistes passent pour des magistrats, les journalistes passent pour des juges, ce sont de bourreaux des journalistes. Moi, j'ai comparu pour un ancien article datant de plus d'une année, mais j'étais ahuri. Pendant qu'on m'a relâché, on me dit d'aller signer ma libération au cachot. Je suis allé là-bas, même les policiers qui étaient là, ils disent, je ne comprends pas. Toi, tu n'as pas été arrêté ici au cachot, tu n'as pas passé nuit. Pourquoi on t'envoie signer ici? À son grand étonnement, il vérifie dans le cahier, il a vu mon nom. Il dit, mais tu as été déjà mappé. Donc, pendant que moi, je comparaissais là-bas, mon nom s'est trouvé déjà au parquet. Donc, s'il n'y avait pas cet élan de solidarité, ça veut dire qu'on se retrouverait aujourd'hui avec 10, 15, 20 journalistes au cachot. Pour des faits, souvent, j'ai dit, pour des faits souvent vrais. Ce ne sont pas des faits faux. Parce que le journaliste, quand il publie, il a ses éléments, il a sa source. Je prends un exemple des enquêtes. Il y en a également beaucoup qui n'ont pas de preuves. Pour cela, je connais. Mais je vous dis, les journalistes n'écrivent pas par plaisir d'écrire. Le journaliste a une source. Je prends l'exemple de moi et de la plupart des confrères avec qui nous sommes ensemble, et surtout de ceux qui sont sur ces plateaux. Ils ne parlent pas pour rien. Bon, pour nous, par le fait de dénoncer, ça fait mal. À qui? Aux gens qui sont en train de diriger, aux gens que nous dénonçons, très bien, Isouba. Qui n'ont aucune voix à choisir. C'est que Patrick appelle les éditorialistes. Ces éditorialistes, ils sont toujours journalistes ou bien c'est un autre métier qui s'est créé? Ah oui, je me pose la question si on fait toujours du journalisme ou bien on fait de l'activisme et du militantisme à travers ces nouveaux genres que moi je n'ai pas appris dans une académie de journalisme. Ça, c'est un problème. Et l'indiscipline, comme on sait au sein de la corporation, ce n'est pas dû. Donc les gens ont raison de porter plainte contre ces gens-là qui font... Donc l'anarchie n'est pas due à l'octroi de la carte professionnelle par l'Union nationale de la presse du Congo. L'anarchie n'est pas cautionnée par l'Union nationale de la presse du Congo. Nous sommes une structure d'autorégulation. Donc, pour les fautes professionnelles. Mais notre code d'éthique et de déontologie professionnelle doit être respecté comme un imam qui se réfère au Coran et comme un pasteur à la Bible. C'est que la plupart d'entre nous aujourd'hui ne font pas. Et puis, l'anarchie aujourd'hui, ce n'est pas la naissance des médias en ligne. Moi, quand j'ai lu la plupart de vos articles ici, ce n'est pas à travers le journal papier que moi, personnellement, j'adore, que je soutiens jusqu'à ce jour. Mais c'est à travers les médias en ligne. Mais des internautes, tout le monde peut poster son contenu sur Internet. Est-ce que quand les gens le font, ils le font en tant que journaliste? Parce que la différence entre un internaute qui peut poster n'importe quel contenu et nous, journalistes, est grande. Parce qu'un journaliste, on dit, le sage n'affirme rien qui ne soit prouvé. Le journaliste vérifie ses sources d'informations. Si je dois parler de l'entreprise X, je vous présente des statistiques, des productions, je vous présente le rendement, je vous présente le nombre de personnel, je vous présente les charges, les dépenses, ainsi de suite. Mais un internaute n'a pas le temps d'aller vérifier, même quand on a dit que voilà, il y a un événement à tel endroit. Oui, des gens peuvent être là de manière ponctuelle, mais le travail d'un journaliste, c'est d'aller vers ces lieux-là pour voir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Qu'est-ce qui a provoqué, par exemple, l'incendie de la maison communale de Kassavubu? Est-ce qu'il y a une station basée à côté? Et en ce moment-là, ça vous donne la possibilité d'aborder l'information avec beaucoup de lucidité. Et la notion, par exemple, de la liberté doit être liée à la responsabilité. Donc, la liberté n'exclut pas la responsabilité. La responsabilité du journaliste. Vous avez la responsabilité vis-à-vis d'abord de la maison qui vous emploie. Vous avez la responsabilité vis-à-vis des pouvoirs publics, parce que l'information, c'est un bien commun. Et ce qui est commun
est géré par l'État, c'est un bien public. Et vous avez la responsabilité vis-à-vis du public. Qu'est-ce que le public attend? Quand vous regardez certains médias, du matin au soir, vous ne voyez que les informations sur la délinquance juvénile. Mais est-ce que le cahier de charge, je vous donne un exemple, parce que les gens s'attaquent souvent... Très vite. Les gens s'attaquent souvent à l'Union nationale de la presse du Congo. Je veux une étroite collaboration. Et nous sommes en train de travailler avec la magistrature à ce niveau. Quand nous sanctionnons, il ne faut pas que la sanction doit être sévère. Si le journaliste viole la sanction, en ce moment-là, nous saisissons la justice et on entame une autre étape. Mais vous avez par exemple les gens qui donnent les cas des députés. Lui-même est propriétaire d'une télévision. Il anime son émission. Il est convoqué par le CESAC, qui est une institution de l'État avec tous les moyens. Demain, il change l'émission, il prend sa femme ou son enfant qui anime l'émission, lui devient l'invité. Et il vous dit que j'ai des immunités. Si le CESAC, institution de la République, n'est pas capable de sanctionner une telle personne, dites-moi, nous au niveau de l'Union, déjà il ne se reconnaît pas à l'Union parce qu'il n'est pas journaliste, notre membre. Est-ce que vous trouvez que nous avons... Oui, mais est-ce que vous... Oui, mais est-ce que vous... Non, mais c'est parce que nous, à notre niveau, moi je ne parle pas des autres, je parle de moi. D'accord, président. Je parle de l'Union nationale de la presse du Congo. Vous croyez que l'Union nationale du Congo a le pouvoir sur un magistrat, sur un député national, provincial ou sur un ministre? Non. Parce que nous sommes un corps, nous ne pouvons pas nous substituer à la justice. Faut-il ou non dépénaliser les délits de presse? Déjà, vous m'attaquez déjà que le discours que j'ai prononcé à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse a été dur. Oui, il ne pouvait que l'être, parce que je parle de la remise en question. Alors, tous ces blogueurs, des internautes, oui. Faut-il dépénaliser, oui ou non? Il faut dépénaliser. Pourquoi dépénaliser? Dépénaliser et renforcer les institutions d'autorégulation. Mais pas renforcer avant et puis ensuite dépénaliser? Oui. Ça peut venir en amont tout comme... Oui, ça peut venir en amont tout comme ça peut venir en aval. Si les sanctions sont très sévères à notre niveau, imaginez un cas. Quelqu'un peut être puni, il fait la prison 2 ans, 3 ans, bien un mois, 6 mois. Il n'est pas d'accord avec vous. Il sort. Par contre, s'il est radié, il y a des journalistes, par exemple, qui ont exercé la profession pendant 50 ans. 50 ans, c'est-à-dire qu'ils doivent avoir plus de 70 ans, 30 ans. Vous croyez que cette sanction est moindre par rapport à un emprisonnement d'1 mois? La sanction, à ce niveau, au niveau de l'instance d'autorégulation, sera plus forte et les gens auront des craintes pour commettre. D'accord. Notre code d'éthique et de déontologie, la déclaration qui est sortie de la déclaration de Munich, combien de journalistes le lisent? D'abord, même dans les académies, on vous dit, un journaliste formé dans une académie ne peut jamais faire son autopromotion. Il ne peut jamais parler de lui-même. Mais moi, j'ai un problème, par exemple, avec Edmond Izuba, et que je suis responsable du desk ou d'un média. J'insulte Edmond à travers mon journal. Alors, président, et je parle de moi-même. D'accord, je reviens à vous. Je comprends directement que ce monsieur n'a jamais foulé ses pieds dans une université où on apprend le journalisme. D'accord, président, je vous arrête 1 minute. Je vous arrête 1 minute, président. Je vous arrête 1 minute, je vous donne la parole. Mais avant de vous donner la parole, on va voir juste en 1 minute ce qu'a dit le ministre. On va regarder en appréhension du ministre sur toujours la dépénalisation et le délit de presse. On regarde. Je partageais avec certains collègues du gouvernement. Je disais que chaque fois que vous arrêtez un journaliste, même si vous avez des bonnes raisons, c'est comme s'il y avait un crash d'avion quelque part. Lorsqu'il y a un crash d'avion dans le monde entier est au courant. Et lorsque vous arrêtez un journaliste, même si vous avez des bonnes raisons, le monde entier est au courant et ça dépeint sur l'image du pays. Je dirais, je ne prendrai pas la responsabilité ou un quelconque engagement de manière en termes de promesses, mais je ferai de mon mieux pour que ces choses-là ne se reproduisent plus ou se réduisent davantage. Et l'option du gouvernement, c'est de fonctionner en étroite collaboration avec les structures professionnelles et tous ceux qui opèrent dans les secteurs pour que nous puissions être sûrs que, sur ces points de vue, les choses sont bien faites. Nous allons, dans le cadre de ce que nous avons prévu, instaurer un cadre de médiation des différends et éventuellement régler les conflits pouvant opposer les professionnels de médiation. Voilà, Patrick Yalé. Oui. Je voudrais dire un mot. Il ne faut pas seulement voir
l'absence de la liberté de la presse sous l'angle de la répression ou des lois liberticides dans un pays. Dans les contextes qui est le nôtre, je peux dire que les journalistes eux-mêmes ont aussi aliéné leur propre liberté dans l'exercice de leur métier. Pourquoi? Aujourd'hui, vous avez par exemple un certain journalisme qui est né, qui consiste, où des groupes d'individus se sont constitués, passant d'un bureau à un autre, d'une chaîne à une autre, non pour faire leur travail de collecte, de traitement et de diffusion de l'information, mais pour faire le travail des mercenariats politiques. Donc, les rivalités politiques ont quitté la sphère politique et ont affecté la presse. De ce fait, les journalistes eux-mêmes aussi ont aliéné leur liberté. Et il faut voir dans ce sens aussi que pour des raisons... Il suffit tout simplement que vous puissiez vous attaquer. Vous allez voir que vous avez tout un groupe de journalistes leurs propres confrères sans même vérifier. D'accord, alors on va donner la parole à Patrick. Sur ce point, je peux dire, oui, sur ce point, et puis vous allez voir, même dans les maisons de presse, dans les maisons de presse. On a déploré hier le monopole de l'État sur les médias. Aujourd'hui, vous avez des privés dans les médias. Et dans ces privés-là, parmi les privés, vous avez des politiciens qui sont des patrons des médias. Quel est le niveau d'indépendance des journalistes vis-à-vis de leurs employés et quel est le niveau de responsabilité des journalistes vis-à-vis du public et de leur conscience professionnelle, qui est le code. Je vais demander 5-10 minutes à Pécho. Très vite, on va y aller. Très vite. Même 10 minutes. Oui. Le débat est tellement intéressant. Je vais vous en prendre. Ok, on y va. D'abord, je tiens à préciser, en France, en Belgique, aux États-Unis, il n'y a pas de dépénalisation de délit de presse. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Je peux vous le prouver. Quand on parle des ministres qui... le ministre qui dit, lorsqu'on arrête un journaliste... Alléger est différent de dépénaliser. Alléger, oui. Le ministre compare ça à un crash. Il dit, lorsqu'on arrête un journaliste, c'est comme un crash. Tout le monde va en parler. Mais nous serons le seul pays au monde alors où le journaliste a le droit de tout faire sans être puni. Maintenant, j'en viens à ce que j'estime très important par rapport au fait qu'a dit notre président, que je ne partage pas. Le vénérable président. Si vous ne partagez pas le fait. Que je ne partage pas. Monsieur le Président, je vous invite à regarder ce qui se fait ailleurs. Parce que le Congo ne vit pas en autarcie. À regarder les chaînes étrangères, les médias étrangers. Vous verrez que nous sommes d'ailleurs assez loin de ce qui se fait aux États-Unis, en France. Il a posé un problème, un sujet, un concept éditorialiste. Je constate que, Monsieur le Président, je constate, Monsieur le Président, que vous êtes très en retard par rapport à ce concept. Je vous invite à regarder ce qui se fait particulièrement... Non, c'est des éditorialistes qui se transforment en magistrats, qui condamnent... Non. Mais Monsieur Allé, toute connaissance est parcellaire. Vous avez des chroniques. Moi, par exemple, j'ai une passion pour les journalistes économiques. Je ne suis pas mieux placé que Kaboulou Mouana-Kaboulou pour faire un reportage. Je peux Dans le genre journalistique, il y a les chroniqueurs, il y a les éditorialistes. Maintenant, c'est ce concept qui pose problème. L'éditorialiste. Le nôtre ici, le Moïse Zouba, le Perron-Loire, je vais les citer. Le Perron-Loire, le Beledou, moi, Paulette qui monte, le Élysée Odia. Voilà. Nous sommes des éditorialistes. Et c'est quoi un éditorialiste? Un éditorialiste, c'est avant tout un journaliste, mais qui a des opinions politiques et qui a accepté de porter tout haut. Un éditorial, c'est aussi un article. C'est aussi un article, mais qui prend position. Qui prend parti, l'éditorialiste prend parti, contrairement au journaliste simple qui est astreint au devoir de neutralité et d'objectivité. L'éditorialiste en termes simples, c'est un influenceur d'opinion. C'est quelqu'un qui porte l'opinion politique haut. Et quand vous voyez dans les chaînes françaises, aujourd'hui, ils ont pris les pas, ils ont même dépassé les politiciens. Parce que vous prenez, je ne sais pas si Monsieur le Président connaît le célébrissime Zemmour, c'est un journaliste, éditorialiste, proche de l'extrême droite, qui porte les idées de Marine Le Pen. Vous avez Christophe Barbier, il est toujours en écharpe rouge. Mais c'est un macroniste. Je peux vous envoyer le journal Le Parisien, où on liste les éditorialistes. C'est qu'il y a l'oubli. Je vais vous accorder la parole. C'est qu'il y a l'oubli
Et que si les exemples qu'il évoque, oui, Donnez le micro, oui, ok. les exemples qu'il évoque, oui, je suis... Je vais donner le micro à Ijiba je suis d'accord avec lui. Oui. Mais ces pseudo-éditorialistes d'abord le micro à congolais, Ijiba et puis on reviendra. Oui, mais on les voit, on sait par où ils passent. Et qu'est-ce qu'ils obtiennent en contrepartie? Or, un journaliste ne peut jamais faire un travail moyennant la rétribution. La principale source et revenus des médias sont des recettes publicitaires. Voilà. Edmond Izuba. Vénérable président, je vois que oui, vous tentez de vous contredire, mais ça ne marche pas. Il ne s'agit pas d'une mais opposition, ça va pas le temps. Allons-y, une allons-y. opposition des contrariétés. Ok. Je suis dans une logique dialectique. Monsieur le Président, franchement, vous allez parler et répondre à tout. Non, Monsieur le Président, vous vous trompez d'époque et des périodes. D'abord, au nom de la liberté d'expression qui est garantie par la Constitution, un journaliste a aussi le droit de mettre son avis. Et Yalé a parlé tout à De l'heure. prendre position comme disait Prendre Yalé. position, oui. Ok. Tout journaliste d'abord. Tout journaliste a droit. Le président dit que ces positions, vous le prenez après avoir fait le tour. Ça le problème. Non. Le tour de bureau, c'est oui, président. Ouais. Et ils Voilà. le savent. Voilà. Peut-être le président. Pas Edmond, mais il sait. Non, Il dit pas de vous, mais il dit généralement, c'est qu'il prend position. C'est après avoir fait le tour de bureau. Connais-toi toi-même. Quel tour de bureau parle-t-on ici? C'est là où il dit que les journalistes sont liés lui-même. Je parle de mercenariat politique. Non, Voilà. il Très bien. n'y a pas de mercenariat politique. On peut vous convoquer dans un bureau UP juste pour vous alimenter ou vous donner des éléments de preuve. Parce que si vous me donnez une information au téléphone, j'exigerai de preuves. Alors, pour avoir de preuves, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'il y ait peut-être une rencontre physique entre le journaliste et sa source. Alors, pour moi, le fait de venir dans un bureau, ça devient le mercenariat. Je ne crois pas. Moi, je défends une opinion. Je m'appelle aujourd'hui journaliste engagé. On m'appelle journaliste engagé. Je suis engagé pour la démocratie et les droits de l'homme. Ça veut dire que quand il y a, par exemple, de graves violations, de graves répressions, comme à l'époque de Kabila, nous l'avons fait et nous continuerons à le faire. Est-ce qu'il s'agit là du mercenariat? Je ne pense pas. Il faut plutôt rendre le journaliste là libre. Il faut plutôt l'encourager parce que dans une société comme la nôtre, si on ne dénonce pas, on n'aura rien. D'accord, très bien. En principe, vous voyez maintenant, pour prendre le président au mot, depuis qu'ils ont commencé leur démarche, leur plaidoyer pour la dépénalisation des livres de presse, il n'y en a aucune marche. Et l'autorité publique est restée dans sa position malgré tout ce qu'il y a comme discours et tout ça, d'où Jésus a dit tout à l'heure que même Mouya est revenu sur ce que les autres ont déjà dit. Donc c'est déjà entendu. Donc il faut qu'il y ait pression, même pour obtenir ce qui est bien pour la nation, bien pour la société. Très bien. Il faut marcher, Bon, mais il faut revendiquer. mais pour ce cas, une Oui. loi sur la dépénalisation peut être conçue par les experts, hein, que vous êtes, que nous sommes, tout ça, au niveau des structures. Mais il faut, oui, mais ça doit être soit une proposition d'un député, soit un projet de loi d'un parlement. Donc ça doit être à ce niveau et ça doit être inscrit dans les calendriers des activités du Parlement. Voilà. D'où Jésus. Ok. D'accord. Je ne serai pas long. Je crois que les présidents devraient connaître ce que je vais dire tout à l'heure là. Le journaliste n'a que son carnet d'adresse. Et le carnet d'adresse du journaliste, c'est ce qui lui permet d'accéder là où monsieur tout le monde ne peut pas accéder pour avoir l'information. D'accord. Et dans ce sens-là, on ne reprocherait pas à un journaliste Des qui mercenariats, j'aime bien va le terme. rencontrer Mercenariat. qui va rencontrer les chefs de l'État, qui va rencontrer les ministres, qui va rencontrer... Sinon, dans la L'enfant cité, du mercenariat. regardez autour de nous, je vais parler en termes terre à terre. Vous savez, autour de nous, lorsque vous faites un tour au coin en culotte, vous trouvez un débat avec des vieux, des vieux du quartier. Oh, d'ailleurs, tu sais que dans le baguette, tu dis, oh, c'est faux. Hier, j'étais avec le directeur du cabinet du président de la République. Il m'a brandi les documents. Il m'a dit, ah, moi, je suis journaliste. Je peux prendre mon téléphone, j'appelle le directeur du cabinet du président de la République pour avoir l'information. Et nous, en tant que journalistes, nous facilitons certaines relations. S'il vous plaît, c'est important. Ça, c'est le premier élément de dire. Cela ne fait pas du journaliste un mercenaire. Mais tout en condamnant, je disais, il faut que nos instances soient forts pour faire appliquer l'éthique et la déontologie. S'il vous plaît, laissez-moi le temps, je vais être rapide. Les éditorialistes et les polémistes, etc., que ce que vous voulez, oui, je suis d'accord avec vous. Mais tout en faisant vos éditorialistes, évitez la diffamation.
Merci. Respectez, s'il vous plaît, c'est important. Respectez les codes d'éthique et déontologie. Je suis obligé de terminer. Je suis obligé de terminer ce débat. Je suis obligé de terminer ce débat. On reprend la semaine prochaine. On reprend la semaine prochaine. Président. C'est à l'endroit du ministre. S'il vous plaît, pardon, président. Vénérable président. Vénérable président. Attends une seconde, c'est pour l'intérêt du ministre. Attendez. C'est important. C'est important. Par rapport à la redevance, on a parlé ici des sources des revenus des journalistes. Parlons-en en 30 secondes. Il existe dans ce pays un décret qui régit la publicité. Un décret, pas une loi. Nous souffrons de la loi. C'est là où je dis, Mouyala ne devrait pas s'appesantir sur les discours des gens entendus. Il faut qu'il y ait une loi sur la publicité. La loi sur la publicité n'existe pas. Allez, on va couper. On me dit, je suis obligé d'arrêter. Je suis obligé d'arrêter. Juste un mot. Je voudrais dire ceci. Les gens qui parlent du carnet d'adresse du journaliste, mais je parle aussi. Président, je dois souhaiter bon anniversaire pour terminer. On me dit qu'on va terminer. Mélanie Poulou, on aura le temps. C'est erreur de n'avoir soulevé ces points. Qui a induit toute la nation à l'erreur. On a coupé, président. On a coupé. Je reviens la semaine prochaine. On revient la semaine prochaine. Enfin, un bon anniversaire à Madame Mélanie Poulou, Joyce Massanka et Maître Michel Meya. On a terminé. Malheureusement, c'est un débat très, très houlé, un débat très intéressant. Obligé de l'arrêter parce que le temps, c'est le temps, président. Non. Jeudi prochain. Non, juste un mot. Voici ce qui s'est passé. Voici ce qui s'est passé. Oui. Voici ce qui s'est passé au mois d'octobre. On a coupé.